Et bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui je vous propose quelque chose d'un petit peu différent. Je vous ai déjà parlé de Lovecraftesque, un jeu de rôle qui a comme vocation de créer ensemble une histoire d'horreur dans le style de l'auteur H.P. Lovecraft. Et en tant que grand fan, j'ai voulu essayer et j'ai donc fait une partie en compagnie de Mademoiselle 608 et de Monsieur Clément. J'ai beaucoup aimé le jeu et à la fin de la partie je me suis dit pourquoi ne pas aller plus loin ? Pourquoi ne pas adapter l'histoire que l'on vient de créer sur cette partie en une nouvelle ? Je me suis donc attelé à la tâche et je vous livre ici la première nouvelle que j'ai écrite en m'inspirant de cette partie. J'ai conscience qu'il y a encore du travail à faire dessus, notamment sur le texte et autres. C'est également la première fois que je réalise un audiobook. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce format pour savoir si je vous en proposerai d'autres à l'avenir. Je conclue en vous disant que l'illustration a été réalisée par Mademoiselle 608 pendant la partie. Donc n'hésitez pas à lui laisser des mots d'encouragement dans les commentaires pour qu'elle publie enfin son travail. Bonne écoute à tous. Retour aux sources. C'est avec la boule au ventre que Georges se rapprochait de son village natal de Marie-la-Loupie en ce 28 août 2019. La rue, animée du bord de mer de Menton, s'était transformée en avenue qui se transforma à son tour en autoroute, puis en route, puis en chemin, et qui ne répondait plus à présent qu'au terme de sentiers. Cela faisait déjà une quinzaine d'années qu'il n'avait pas remis les pieds là-bas, et il s'en portait très bien. Si vous allez sur internet, vous ne manquerez pas de lire nombre d'avis enthousiastes et élogieux, disant que l'endroit est tout ce qu'il y a de plus charmant, que c'est un petit village typique français, riche en traditions, et entouré d'une forêt qui a su être préservée des ravages du monde moderne. Bien sûr, c'est la version de n'importe quel touriste qui a passé une semaine dans ce trou perdu, au très fond de la montagne, à 1 heure de route de toute forme de civilisation, et qui n'a pas été bloqué pendant 20 ans avec les mêmes soifards racontant inlassablement la même anecdote sur la seule chose un tantinet intéressante qui leur soit arrivée dans leur vie pathétique depuis que leurs arrière-grands-parents ont eu l'idée saugrenue de s'installer ici. Les bouchons ayant considérablement allongé son trajet, la nuit était déjà tombée quand il arriva enfin. En sortant de sa voiture, il fut pris d'un frisson. L'écart de température entre ce petit village de montagne et la chaleur étouffante de la ville lui fit regretter de n'avoir emporté que des t-shirts avec lui. L'air, saturé d'humidité, dû au lac souterrain approvisionnant le village en eau, rendait la terre meuble et faisait pousser la végétation sur toutes les bâtisses, donnant au village une magnifique teinte verte, contrastant avec les portes que les habitants avaient pris pour habitude de peindre avec des couleurs vives. Manquant de trébucher sur un chat alors qu'il combattait une nuée d'insectes, Georges vit que la maison où pendait mollement l'enseigne en fer forgé du notaire, entièrement bouffée par la rouille et la végétation, était encore éclairée. Soit il était en retard, très en retard même. Mais si ce vieux monsieur Jordan n'avait pas changé, et s'il y a bien quelque chose ici qui ne changeait pas, c'est l'absence de changement, cela ne devrait pas vraiment être un problème d'arriver à une heure aussi tardive. Il frappa à la lourde porte aux couleurs rouge cerise. Et c'est une voix grave et chaleureuse dont on pouvait deviner juste au timbre que l'heure de l'apéritif avait été entamée depuis bien longtemps, qui lui répondit. « C'est toi, Capucine, j'avais peur qu'il te soit arrivé quelque chose, entre, entre !» S'exécutant, Georges passa la porte de ce qui servait de bureau à monsieur Jordan. L'endroit semblait figé dans le temps. Une tête de sanglier poussiéreuse accrochée au mur accueillait les visiteurs. Une affiche, décolorée, représentant une plage quelconque, était accrochée derrière le bureau en bois massif. Lui-même, enterré sous des montagnes de papiers et de journaux que Georges aurait pu jurer avoir déjà vu quand il est parti d'ici il y a 15 ans. La seule nouveauté était une petite table de cuisine carrelée, jurant avec le reste, probablement sortie juste pour l'occasion, et sur laquelle était disposée de façon ordonnée et faussement protocolaire un stylo, quelques papiers faisant face à une chaise vide, 2 verres dont un entamé, un demi-saucisson et une bouteille de vin rouge presque terminée. « Ah, Capucine, c'est bien... toi ?»« Je préfère qu'on m'appelle Georges maintenant. » interrompit-il d'une voix plus cassante qu'il ne l'aurait voulu. Il était plus que probable que personne ici ne soit au courant de son changement de sexe. Le concept même de la chose devait être une nouveauté pour le vieux monsieur Jordan. N'ayant ni l'envie ni la patience de discuter de ça après cet interminable voyage en voiture, Georges tâcha de recentrer la conversation sur ses affaires. Il tira la chaise pour s'asseoir, se servit un peu de vin et vida le reste de la bouteille dans le verre de son hôte. « Merci de me recevoir aussi tard, monsieur Jordan. Je vais rester quelques jours, donc si ça vous embête pas, je voudrais qu'on règle les papiers ce soir et je reviendrai discuter un autre jour. La journée fut longue. » Tâchant de faire bonne figure, le vieux monsieur Jordan se redressa sur sa chaise, rajusta son vieux Marcel, but une gorgée de vin et s'éclaircit la gorge. « Allons, Georges, excuse-moi, c'est bien ça, Georges, hein. On se connaît depuis plus de 30 ans, appelle-moi Pierre, comme tout le monde. Hein. Je te présente mes condoléances pour ta mère, hein. On les met tous ici, tu sais, hein.
Et désolé de ne pas avoir pu te prévenir à temps pour ton père. Il y a 2 ans, quand sa santé a décliné, on a été frappé par un énorme orage. Ça nous a coupé les routes et le téléphone. Le temps qu'on parvienne à te joindre, il était malheureusement trop tard. En tout cas, je suis content de te voir hein, et que tu veuilles rester ici, hein, même si c'est que pour quelque temps. La vie, elle serait pas la même sans Zen de Lucas. Et t'en fais pas, hein, tu vas vite reprendre tes marques. Hein, la maison, elle a pas bougé. Hein. Par contre, prévois un coup de balai hein, et surtout, t'hésites pas. Hein, si t'as besoin d'un coup de main, on est là pour toi. Georges acquiesça mollement. Rien n'avait changé, quelle surprise. Le visage rougeau de Pierre était cependant sincère, et le vieil homme semblait vraiment s'en vouloir de ne pas l'avoir prévenu à temps de l'état de santé de son père. Quand bien même il l'aurait su, Georges ne saurait dire s'il serait venu à son chevet. L'homme était rude, porté sur la boisson, parfois violent, et n'envisageait pas que sa progéniture puisse être une fille. Et c'est avec une profonde indifférence qu'il apprit la mort de cet homme méprisable. Bouclant les formalités d'usage au plus vite, il prit congé du vieux notaire, qui, fort insistant, lui fit promettre de repasser le voir pour discuter en bonne et due forme dans le courant de la semaine. Alors qu'il passait la porte, Pierre se leva brusquement de sa chaise. « Ah, j'ai failli oublier, si tu veux dormir ce soir dans l'ancienne chambre de tes parents, le volet est cassé. Ta mère s'en plaignait sur ce vieux jour car elle disait voir des lumières la nuit et que ça l'empêchait de dormir. » Georges remercia à nouveau le notaire et lui dit qu'il s'en occuperait. L'idée même de dormir dans la chambre de ses parents lui était inconfortable, d'autant plus que sa mère était morte dans son lit. De toute façon, ne sachant dans quel état était la demeure familiale, il avait réservé une nuit dans l'unique bed and breakfast de la ville. Partie 2. Combattant la faune d'insectes locales, Georges se dirigea d'un pas fatigué vers la maison d'hôtes tenue par Anne et Michel Blanc. Situé au cœur même du village, l'établissement était probablement un des seuls à bénéficier d'un minimum d'entretien. Les mousses et autres plantes grimpantes étaient soigneusement taillées et ne montaient pas à plus d'1 mètre, entourant la maison d'un lisse liseré vert typique de la région. Les vieilles pierres anthracite de la bâtisse trahissaient son âge et lui auraient probablement donné un air lugubre sans les jardinières aux fleurs tombantes qui trônaient fièrement à chaque fenêtre. Pour ne pas dérober à la tradition, la porte était peinte d'un violet lavande, rendant le tout étrangement harmonieux et accueillant. Tout était exactement comme dans ses souvenirs. Ici aussi, rien n'avait changé. Rêvant d'un bon lit et de draps frais, Georges passa la porte de l'établissement, déclenchant le chant d'une cigale électronique placée là pour accueillir les visiteurs. Anne était née en Provence et avait amené avec elle le patrimoine de sa région lorsqu'elle commença à s'occuper de la pension après son mariage avec Michel, il y a 25 ans de cela. La décoration était de son cru, cela ne faisait aucun doute. Les murs arboraient un papier peint jaune provençal à motif de branches d'olivier, des sachets de lavande étaient disposés stratégiquement près des lampes aux abat-jours fleuris, le sol d'origine avait été troqué contre des tomettes et tous les meubles peints en vert olive. Même la grande table centrale prévue pour accueillir tous les convives ne fut pas épargnée par la fièvre provençale d'Anne. Au fond de la pièce, non loin de l'escalier menant aux chambres, se trouvait une cuisine dont provenait encore l'odeur d'une ratatouille qui avait probablement dû être servie le soir même. Au son de la cigale, quelqu'un en sortit rapidement, pliant son tablier pour accueillir le visiteur tardif. « Bienvenue chez Anne et Michel, nous vous attendions, vous avez fait bon... »« Capucine ? Capucine, c'est toi ? Mais c'est de la barbe !» Ce retour à Marie-la-Loupie s'annonçait déjà comme usant. Georges avait déjà connu ça, mais l'envie de le revivre n'avait rien de réjouissant, encore plus dans un coin aussi arriéré. « C'est Georges maintenant, dit-il d'un ton las avant de reprendre. Je vais rester ici quelque temps pour m'occuper de la maison, j'ai réservé par téléphone il y a quelques jours. Je veux pas paraître impoli, mais est-ce que tu pourrais me donner les clés de ma chambre? J'ai conduit toute la journée et j'ai besoin de me coucher, on pourra parler demain si tu veux. » Ne se laissant pas décontenancer le moins du monde, Anne se dirigea derrière le pupitre d'accueil. « Mais bien sûr, ma petite Georges, même si tu n'avais pas réservé, on t'aurait pas laissé à la rue, hein, t'as fait pas. Puis mes condoléances pour ta mère. Et si tu as besoin de rester un peu plus longtemps, n'hésite surtout pas. Je te bloque la chambre le temps qu'il te faudra. Et je ne veux pas entendre parler d'argent, hein, tu es notre invité. Tiens, demain je vais te faire du lapin. Tu adorais mon lapin à la moutarde quand tu étais petite. » Alors que la main d'Anne s'approchait du tableau où étaient accrochées les clés, Georges constata que la clé numéro 1 était manquante. Quant à la clé numéro 3, elle semblait vieille et rouillée, faisant penser à ces vieilles grosses clés de cachot en fer, sûrement un reliquat de l'époque où la maison fut bâtie. Et c'est avec un certain soulagement qu'il vit la main décrocher la clé numéro 2. Cette dernière était tout ce qu'il y avait de plus banal, ressemblant à une clé de chambre d'hôtel des plus classiques, avec un porte-clés en bois dans lequel était gravé le chiffre 2, ainsi que l'adresse de l'établissement. Il avait bien sûr conscience que la chambre 3 n'avait probablement rien à se reprocher, mais dans l'esprit de Georges, l'endroit était forcément vétuste, sans âge, rempli d'humidité et d'insectes en tout genre. Ne voulant pas paraître grossier, il tendit la main pour récupérer la clé et demanda « Ça va les affaires, y a quelqu'un d'autre en ce moment ?» Contre toute attente, au lieu de recevoir la clé, Anne l'étreignit chaleureusement, le serrant dans ses bras comme s'il venait de rentrer de la guerre. «
Ah, ça me fait plaisir de te revoir, hein. Tu m'avais manqué, hein. Allez, viens, je vais te montrer ta chambre, hein. Tu dois être fatigué. Et oui, on a un visiteur, un Parisien. S'il t'embête, tu me préviens, hein. J'ai rien eu dire de moi, dit-elle en le poussant dans l'escalier. Une embrassade plus tard, il put enfin prendre possession des lieux. Il n'avait jamais visité les chambres étant petit, mais elles correspondaient à ce qu'il en imaginait. Un téléviseur à tube, orné d'un napperon, relique d'un autre temps, trônait dans un coin de la chambre. 2 tables de chevet, avec leurs lampes à fleurs, posées elles aussi sur des napperons, encadraient un grand lit sur lequel était disposé avec le plus grand soin un patchwork fait main, représentant l'établissement. Une commode avec un napperon évidemment, sur lequel était posé un bol contenant des sachets de lavande, une salle de bain vert olive, elle aussi ornée de plus de napperons qui ne pouvaient en compter. Exténué, Georges estima que la douche pourrait bien attendre demain et se jeta sur le lit. Ce retour l'avait pris au dépourvu. À vrai dire, il s'était bien mieux passé qu'il ne l'avait envisagé. Lui qui s'attendait à se heurter à un mur d'incompréhension, les gens, au contraire, semblaient juste heureux de le voir. Peut-être après tout, ce séjour à Marie-la-Loupie ne sera pas si mal. Malgré cette pensée rassurante, Georges passait une mauvaise nuit. Il se réveilla plusieurs fois en sursaut avec la désagréable impression que des gens faisaient les 100 pas dans le couloir, le tout ponctué par nombre de cliquetis et grincements. Exécré, il finit par se glisser hors de son lit, ouvrit avec moult précaution la porte de sa chambre afin de ne faire aucun bruit et surprendre les responsables de tout ce ramdam. Mais le couloir était désespérément vide. Partie 3. Bien que la nuit fût agitée, Georges ne traîna pas ce matin-là du 29 août 2019. Voulant profiter au maximum du calme avant que l'annonce de son retour ne devienne l'attraction du moment, il prit enfin sa douche en compagnie des napperons brodés, l'eau tiède faisant disparaître la fatigue de la nuit. Sortant de la salle de bain, il s'habilla rapidement d'un vieux jean et d'une paire de t-shirts pour ne pas attraper froid en remettant de l'ordre dans cette vieille bicoque poussiéreuse qu'il avait vue grandir. Finalement, il prit ses cachets, les clés de la maison de ses parents et descendit l'escalier pour profiter du petit déjeuner qui avait fait la notoriété de l'établissement. Michel était assis à la grande table verte, accompagné d'un homme, plutôt rondouillard, encore en pyjama, qui soulevait péniblement sa tasse à café. Il semblerait que la nuit ait été courte pour tout le monde. Confiant que Anne, la plus grande commère de la ville, avait déjà dû tout dire de son retour et de son changement à son époux, Georges s'assit juste en face de lui, gratifiant la table d'un bonjour général. Michel, en tant qu'hôte attentionné, tendit une main amicale en direction de Georges. « Bonjour, je suis Michel. Vous avez déjà rencontré ma fan, c'est moi qui... »« Capucine ? Capucine de Lucas, c'est toi ?» À ces mots, un franc éclat de rire en provenance de la cuisine se fit entendre. Sortant de l'arrière-salle, les larmes aux yeux, Anne vient embrasser chaleureusement Georges sur les 2 joues. « Ah, ma petite, mais c'est que tu piques maintenant, hein. Ah, mets-toi à l'aise, hein, je t'amène les croissants tout chaud, hein. J'en ai fait une fournée rien que pour toi, hein. Et pour ça, passant la main sur son visage pour se désigner la barbe, je me suis dit que tu préférais en parler toi-même, hein, quand tu te sentiras prête. » Elle passa la main sur ses lèvres, signe qu'elle ne dirait rien. Il semblerait que contre toute attente, quelque chose avait changé à Marie-la-Loupie. Anne était à présent capable de garder un secret. Michel, pour sa part, réagit d'une façon que Georges considérait comme normale. Incrédule, tendu, le regard fuyant et gêné, des balbutiements, c'en était presque réconfortant. Après tout, il avait changé, et il était bon de voir comment une personne ici ne le considérait pas comme le même enfant qui était parti 15 ans auparavant. Cherchant à détendre un peu l'atmosphère, Georges entama la conversation avec le pauvre touriste qui s'était retrouvé coincé au milieu de ces étranges retrouvailles et qui, à n'en pas douter, racontera l'événement à ses amis de retour chez lui. Le susnommé parisien se faisait appeler Ralph, probablement le diminutif de Raphaël. Il était là depuis presque une semaine et comptait rester une semaine supplémentaire. En soi, l'homme était tout à fait charmant. Lecteur avide, il avait découvert la région au travers d'un roman et voulut à son tour venir voir de ses yeux le fameux village vert perdu dans les Pyrénées. À un moment, la conversation dériva sur les étranges bruits de la nuit dernière. Ralph ne fut pas en mesure de les identifier, mais bien qu'il ait entendu des choses aussi cette nuit-là, il assura à Georges que c'était bien la première fois qu'il entendit quoi que ce soit autre que des miaulements. Michel, toujours embarrassé par la transformation de Capucine en Georges, s'éclipsa discrètement en cuisine. Même si d'un œil extérieur, il n'y avait rien d'étonnant à ce que le propriétaire d'un bed and breakfast aille en cuisine, Georges savait très bien que cette pièce était le chasse-gardé de Anne et que Michel n'avait rien à y faire. Cette observation se confirma rapidement au son des remarques acerbes de Anne lui demandant d'arrêter de traîner dans ses pattes. Le ventre rempli, profitant du calme matinal, Georges traversa le village encore désert, accompagné par le chant des oiseaux et le bruit de l'eau provenant de la fontaine. Ici, rien n'avait changé. Les routes n'avaient pas été goudronnées, l'éclairage public n'avait pas été installé, les 3 mêmes vieux pick-up boueux étaient garés à leurs places respectives, le bar de chasseurs à l'orée de la ville était déjà animé, et d'ici moins d'1 heure, tout le monde serait dans les rues. Georges ne voulait pas affronter les regards et les questions du village, du moins pas avant que les rumeurs à son sujet aient eu le temps de se propager, puis de décanter dans l'esprit des habitants. Il se hâta de rejoindre la maison de son enfant.
La vue de la demeure était à la fois réconfortante et intimidante. Les lierres et mousses diverses avaient à présent atteint l'étage et atteindraient le toit si personne ne s'en occupait avant l'hiver. La porte, apparemment fraîchement repeinte, était du même jaune tournesol qu'il l'avait toujours connu. Sur le côté gisait le volet cassé dont lui avait parlé M. Jordan. Le reste des volets était clos, donnant une impression de vieille demeure abandonnée. Ne souhaitant pas traîner plus longtemps, il gravit les 2 marches du perron et inséra la clé dans la serrure. Il se rendit compte que cela n'était en fait pas nécessaire, la porte n'ayant pas été fermée à clé. À dire vrai, personne ne fermait sa porte ici. Mais ses 15 années passées au centre-ville de Menton lui avaient enseigné la prudence. D'un pas de loup, il rentra dans la maison plongée dans le noir, et la main encore sur la poignée de la porte cria. « Y a quelqu'un ? C'est moi ! Eh oh, quelqu'un ?» Pas de réponse, pas d'intrus, rien que le lourd silence d'une maison vide. L'écrasant silence de sa maison vide. Il n'avait jamais réalisé jusque-là que sa demeure, légèrement excentrée du village, était aussi paisible et calme. Jeune, il entendait en permanence les bruits de la ville depuis les fenêtres constamment ouvertes, la musique des affreux vinyles de jazz qu'écoutait inlassablement son père, et les pas de sa mère s'affairant dans la maison, courant de droite à gauche. Il referma la porte derrière lui, alluma la lumière pour s'assurer que l'électricité était toujours branchée, et décida de mettre un peu de musique pour casser le silence pesant. Sortant son téléphone en espérant recevoir au moins de la 3G pour pouvoir écouter ses morceaux sans coupure, il constata, sans grande surprise, qu'il ne captait aucune forme de réseau, reléguant son téléphone au rang de calculatrice hors de prix, constamment en manque de batterie. Rangeant ce dernier dans sa poche, il se dirigea vers le salon dans l'espoir que la vieille platine vinyle fonctionne encore et qu'il y ait quelque chose d'écoutable dans la collection de disques de la maison. Finalement, son choix s'arrêta sur Blue Train de John Coltrane. Lui qui avait toujours détesté ce disque, jugea qu'il était suffisamment peu désagréable pour la tâche qu'il avait à accomplir. À dire vrai, même s'il refusait de l'admettre, la nostalgie étant sûrement, il s'était mis à apprécier le jazz avec l'âge. Son objectif était clair, se débarrasser de tout ce qui était inutile et nettoyer le reste pour le rendre habitable. Son premier arrêt fut la cuisine, afin de jeter toutes les provisions périmées qui pouvaient s'y trouver. La pièce dégageait une odeur pestilentielle. Le coupable fut par contre vite trouvé. Le frigo contenait les restes de quelque chose devenu visuellement indéfinissable et dont l'odeur aurait intimidé un poisson abandonné au soleil. Il n'essaya même pas de sauver le plat qui le contenait et condamna le coupable à finir ses jours dans un sac poubelle, et le sac fut lui-même condamné à l'exil hors de la maison. Georges décida ensuite de s'attaquer à ce qui lui semblait le plus pénible, la chambre de ses parents. Montant le vieil escalier grinçant, il parcourut le couloir décoré de tableaux de voiliers voguant sur l'océan que sa mère avait peint tout au long de sa vie. Il s'était toujours interrogé sur la provenance de cette étrange fascination pour les voiliers, venant de quelqu'un ayant vécu toute sa vie dans ces montagnes. Il eut un pincement au cœur, réalisant qu'il n'aurait jamais l'occasion de lui demander. La chambre était en meilleur état qu'il ne l'avait anticipé. Rien ne traînait, le lit était fait, probablement une attention de la part de Pierre. Pas d'odeur putride de mort, la pièce avait été clairement rendue dans son état d'origine, balayant toute trace de la personne décédée ici quelques semaines plus tôt. Constatant qu'il n'y avait rien de plus à faire, il jeta un œil par la fenêtre qui donnait directement sur l'ancienne mine de charbon, responsable de la création de ce village. Ces dernières étaient à présent abandonnées, et il n'y avait aucune chance que sa défunte mère ait pu voir quelque chose depuis cette fenêtre. Probablement un appel désespéré d'attention d'une vieille femme pour que quelqu'un vienne lui tenir compagnie, sentant sa fin approcher. Tant qu'il était à l'étage, il enchaîna sur son ancienne chambre, enfin si elle était encore là. Il s'attendait à la voir devenue un atelier de peinture ou encore une antre de taxidermie, hôtel à la gloire des trophées de chasse de son père. La pièce n'avait en réalité pas changé. Son lit simple était fait, la pièce rangée, son unique poster encore accroché au mur. Il adorait ce poster, pas vraiment pour ce qu'il représentait. C'était un groupe de musique dont il a oublié le nom, dont les musiciens posaient en costard-cravate avec des battes de baseball dans un champ. Mais pour lui, il représentait plus que ça. Pour lui, c'était sa seule victoire d'ado rebelle sur la tyrannie parentale. Il l'aimait autant que ses parents le détestaient. C'était en plus un cadeau de Kevin, le seul autre enfant de son âge à l'époque. Michel Blanc lui avait donné un magazine de musique qu'un client avait oublié. C'était leur trésor, la preuve tangible qu'il existait un monde en dehors de Marie la Loupie. Empli de nostalgie, Georges s'asseya sur son ancien lit, dégageant par la même occasion un épais nuage de poussière, laissant deviner que personne ne s'était allongé là depuis son départ. Il sortit un instant dans le couloir afin de calmer sa quinte de toux, quand il entendit un coup de feu. La saison de la chasse ayant repris depuis peu, ce n'était pas vraiment surprenant, même s'il était rare que des chasseurs finissent aussi près du village. Un second coup se fit entendre, puis un troisième, un quatrième, une véritable pétarade semblant venir de plusieurs directions. Courant à la salle de bain de l'étage pour voir ce qui était à l'origine de ce raffut, il vit les gens rentrer précipitamment chez eux, vidant les rues du village. Pris de panique et d'incompréhension, Georges dévala les escaliers 4 à 4 et verrouilla la porte de l'intérieur. Tournant la tête, il vit l'ancienne armoire à fusil de son père. Soulagé de voir que celle-ci était encore pleine, il attrapa un fusil au hasard et regarda si les boîtes de munitions étaient encore là.
Il vit alors le Toki que son père utilisait pour la chasse, posé sur son chargeur. Peut-être quelqu'un pourrait lui dire ce qui se passe. Allô, ici Georges, Capucine, qu'est-ce qui se passe? À vous! Un grésillement lui servit de seule réponse pendant ce qui lui paraissait un temps interminable. Qui est-ce? Qui êtes-vous? À vous! Dieu merci, c'est Capucine, Capucine de Lucas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des coups de feu au village, à vous! Capucine, tu es revenu. Ne t'en fais pas, reste à l'intérieur et tout se passera bien. Je passe te voir après, terminé. Partie 4. La tension commençait enfin à retomber. Georges était resté assis là à côté du Toki en cramponnant son fusil, longtemps après que l'échange de coups de feu se soit tu. Le rire des enfants jouant dans la rue le sortit brusquement de sa torpeur. L'orage semblait être passé et c'est avec des gestes d'une extrême lenteur qu'il se redressa et se dirigea avec moult de précautions jusqu'au salon, dans l'espoir de trouver quelque chose pour calmer ses nerfs dans le bar familial. Ce dernier était rempli de diverses bouteilles, emplies de liquide allant du transparent au vert en passant par différentes teintes de jaune et arborant des étiquettes illisibles, jaunies par le temps, dont on pouvait deviner par les reliquats d'écriture manuscrite qu'elles devaient informer sur la nature de la plante ayant servi pour l'eau de vie, ainsi que l'année de la cuvée. Georges en déboucha quelques-unes pour les renifler et but une grosse radade de la première qui ne lui donna pas un haut le cœur. Après cela, il se remit doucement à sa tâche et commença par dépoussiérer le salon afin de rendre ce dernier présentable en vue d'accueillir son mystérieux visiteur censé lui expliquer ce qui venait de se passer. L'identité de son interlocuteur l'intriguait au plus haut point. C'était manifestement quelqu'un qu'il avait connu, mais bien que la voix lui semblait familière, il lui semblait impossible de mettre un visage dessus. Perdu dans ses pensées, il sursauta d'effroi au son saturé et grésillant de la voix sortant du Toki posé sur la table basse du salon. « Capucine, tu es là? À vous !» Précipitant sur l'objet, Georges manqua de peu de trébucher sur l'aspirateur, appuyant fébrilement sur le bouton. Il balbutia une réponse d'une voix tremblante. Oui, je suis là, c'est qui? C'est moi, Kevin, tu peux me rejoindre à la cabane? Kevin? Cette voix rauque et assurée. Kevin? Il avait toujours pensé que ce dernier avait suivi ses pas et quitté ce village dès qu'il fut en âge de le faire. Marie-la-Loupine n'était pas vraiment l'endroit idéal pour grandir quand on est enfant. Le monde se limitait à sa maison, celle de Madame Fradet qui servait d'institutrice, et à la place du village, au-delà, se trouvaient les bois. Territoire interdit, peuplé d'animaux et de bêtes sauvages, sanguinaires, mangeuses d'enfants, où seuls les hommes avaient le droit d'aller, et encore fallait-il qu'ils soient armés. Le temps faisant son office, l'imagination des enfants fut remplacée par l'ennuyeuse réalité. Le village n'était pas le dernier bastion de l'humanité contre une nature sauvage et hostile, mais juste un coin à moitié laissé à l'abandon et habité par quelques irréductibles qui trouvaient l'endroit à leur goût. Adolescents, leur rêve à tous deux était de quitter le village vert pour aller découvrir ce que le monde avait à offrir. Et la mer, la mer, cette simple affiche dans le bureau de M. Jordan avait éveillé l'imagination de la jeune Capucine bien plus que n'aurait pu le faire n'importe quel livre ou film. Georges avait ouvert la voie. Dès qu'elle eut l'opportunité, elle était partie sans jamais se retourner et n'avait jamais cherché à donner ou à prendre des nouvelles. Malgré tout, bien qu'un peu déçu qu'il soit resté ici, Kevin était la seule personne qu'il aurait sincèrement souhaité revoir après toutes ces années. La cabane, quant à elle, faisait référence à un vieux mirador délabré installé entre la mine et le village bien avant leur naissance et qui, étant enfant, leur servait de base secrète en plein cœur de la zone interdite. À y repenser, c'était sûrement l'endroit le plus dangereux où ils pouvaient aller, bien plus dangereux que la forêt. La structure en bois était entièrement couverte par les mousses et les lierres, la rendant, pour ainsi dire, invisible à quiconque n'en connaissait pas l'existence, mais également propice aux clous rouillés cachés, au bois vert moulu et à l'effondrement pur et simple. Il était d'ailleurs étonnant que ce dernier soit encore debout. Kevin souhaitait sûrement raviver de vieux souvenirs en donnant rendez-vous dans ce lieu qui autrefois leur était si rassurant. Troquant son fusil contre une bouteille de ce qui supposait être une eau-de-vie de poire, Georges se rendit au Mirador. Ce dernier, contre toute attente, avait été entièrement refait. Poutre neuve, renfort en métal, solide échelle en corde, arbre taillé aux alentours pour donner de la visibilité sur la route et une nacelle suffisamment large pour contenir 3 adultes allongés. Escaladant péniblement l'échelle, la bouteille toujours à la main, il arrivait au sommet. Le petit Kevin était devenu un robuste jeune homme. Trapu comme quelqu'un habitué à vivre dans la nature, une barbe hirsute, des cicatrices recouvrant ses avant-bras, les mêmes yeux bleus perçants qui avaient fait de tout temps son charme. « Capucine ?» demanda-t-il d'un air un peu bené. Georges en venait presque à regretter le mutisme de Anne pour éviter d'avoir à gérer ce genre de situation. C'est Georges maintenant, voyant le malaise dans les yeux de Kevin, il tenta de détendre l'atmosphère. « Mon père a toujours voulu que je sois un garçon, ben voilà. » Cela n'eut pas vraiment l'effet escompté. Georges avait déjà songé plusieurs fois à ce qu'aurait pu être leur retrouvaille avec Kevin, mais assis dans un mirador, à même le sol avec une bouteille d'un alcool non identifié, pour savoir pourquoi un petit village paisible de montagne s'était l'espace d'un instant transformé en zone de guerre, ne faisait partie d'aucun de ses plans. Comprenant bien que pour obtenir des réponses aux questions qu'il se posait, il allait d'abord devoir répondre à celles de son interlocuteur,
Il déboucha la bouteille, but une rasade et la tendit à Kevin. Ce simple geste délia la langue du jeune homme qui, après une bonne coulée, commença à assaillir George de questions. Ils discutèrent longuement ce jour-là, Kevin posant inlassablement des questions à George et ses 15 années dans le vrai monde. La nuit finit par tomber, sans même qu'il ne s'en rende compte. Alors que les derniers rayons du soleil disparaissaient, Kevin se leva d'un geste, disant qu'il devait partir et commença à descendre l'échelle de corde. George fut pris au dépourvu. Aussi plaisant que fut cet échange, il n'avait aucune idée de ce qui s'était passé cet après-midi du 29 août 2019. Du haut du Mirador, il interpella Kevin qui était presque arrivé en bas. « C'était quoi cette fusillade cet après-midi ?»« C'est des gitans, ils squattent la mine, ils veulent notre eau, t'en fais pas, on s'en occupe, dit-il en courant dans le noir en direction du village. Partie 5. Depuis ce départ précipité, Kevin semblait l'éviter, et aucun habitant du village n'était en mesure de lui donner la moindre information sur la fusillade ou les soi-disant gitans. Il n'y eut d'ailleurs pas d'autres incidents, et les gens faisaient même mine d'ignorer qu'il se soit passé quoi que ce soit. Il tenta bien d'interroger Ralph, le seul élément extérieur au village, mais ce dernier était redescendu en ville au moment des faits. Devant le mutisme des habitants, il était même allé voir du côté de la mine. Il constata qu'une ligne électrique avait été bricolée et tirée jusqu'à l'entrée pour alimenter quelque chose. Mais quoi que ce fût, ce n'était plus là, et il n'y avait à présent aucune trace de vie, du moins aucune trace suffisante pour penser que des gens se soient installés là récemment. Une semaine était passée, et la nouvelle de son retour avait à présent suffisamment circulé pour qu'il puisse se permettre de se balader librement, sans être accosté par tout un chacun, voulant lui offrir un verre et discuter du bon vieux temps. Dans l'ensemble, les villageois semblaient bien prendre la transformation de Capucine en George. Bien sûr, certains l'accueillaient avec des blagues au sous-entendu bien lourds, et quelques autres l'ignoraient ou le regardaient comme une bête curieuse. Il avait finalement quitté la maison des Blancs pour emménager dans la sienne, non sans avoir au préalable échangé son adresse email avec Ralph le Parisien, qui fut un compagnon des plus plaisants pendant sa semaine au bed and breakfast. Le soir du 10 septembre 2019, il entendit frapper. Ouvrant la porte jaune tournesol, il fut surpris de voir Pedro. Pedro était un Espagnol, à peu près de son âge, qui était volontairement venu s'installer ici il y a quelques années. L'idée que quelqu'un puisse faire quelque chose d'aussi insensé à son âge avait fait imaginer à George tout un tas d'histoires farfelues sur Pedro. Fuite de la justice espagnole après avoir fait le casse du siècle, service de protection des témoins pour avoir témoigné contre le cartel de la drogue, extraterrestres venus pour étudier la vie terrestre et bien d'autres. Quoi qu'il en soit, Pedro venait lui proposer de participer à une partie de chasse demain matin avec lui et Kevin. Après une semaine à jouer au chat et à la souris, il sautait sur l'occasion et accepta prestement. Il n'avait jamais vraiment apprécié la chasse, mais l'occasion d'avoir enfin des réponses aux questions qu'il se posait valait bien ce petit sacrifice. Le lendemain matin, à 6h, mal réveillé, le fusil à l'épaule, harnaché d'un pantalon trop grand de son père et d'un gilet jaune sorti de sa voiture, il se rendit jusqu'à l'unique bar, point de départ obligatoire de tout chasseur de la région qui se respecte. Ses deux compères étaient déjà présents, fusil à l'épaule, assis sur une glacière en train de boire une bière artisanale. « Ah, George, te voilà enfin, on t'attendait, tiens, goûte-moi ça, c'est moi qui ai fait !» disa Pedro avec son accent chantant, tout en lui tendant la petite bouteille sans étiquette. « La cuvée spéciale de Pedro, tu m'en diras des nouvelles. » Kevin, quant à lui, s'enfermait dans un mutisme pesant, sirotant sa bière en jetant des regards furtifs aux alentours, comme s'il s'attendait à voir surgir un ours caché derrière un fourré. Les trois compères s'enfoncèrent plein ouest dans la forêt dense entourant Marie-la-Loupie, armés de leurs fusils et de leurs glacières. La chaleur étouffante de l'été avait asséché les bois, rendant l'atmosphère particulièrement pesante. Les nombreux bruits de la nature étaient dérangés par les craquements de branches et de feuilles mortes produits par George. Kevin, pour sa part, semblait parfaitement adapté à son environnement, se déplaçant avec une grâce féline, malgré ses 90 kilos de carcasse. Au fur et à mesure qu'il s'éloignait de la ville, la cuvée de Pedro aidant sûrement, la tension au sein du groupe se relâchait peu à peu. Kevin décrocha son premier mot environ 1 heure après le début de la chasse, pour montrer des traces d'un nissard. Saisissant l'opportunité, George feint un intérêt pour les traces, demandant moult de détails afin de relancer la conversation entre eux. Il semblerait que depuis son départ, Kevin était devenu un chasseur confirmé, expliquant avec moult détails tout ce qu'il avait pu déterminer sur la bête à partir des faibles indices à sa disposition. Taille, poids, sexe, âge de l'animal et des traces, fréquence des passages, Kevin donnait avec assurance tout ce qu'il y avait à savoir sur la bête, ce qui impressionna George. Pedro, qui était sans doute plus habitué à l'exercice que lui, ne semblait pas faire spécialement attention aux déductions de Kevin, mais gardait un œil ouvert à l'affût d'un gibier plus intéressant. Il était environ 11h quand Kevin fit signe au groupe de s'arrêter. Posant son doigt sur ses lèvres en signe de silence,
Il désigna des traces, probablement fraîches, de ce que George supposait être un sanglier. Remontant la piste, ils entendirent des bruits de grognement et de mastication. C'était le signal que la proie était à leur portée. Ils abandonnèrent la glacière sur place, armèrent leurs fusils et aussi discrètement que possible se rapprochèrent de la bête distraite par son repas. La vue de la créature paralysa George d'effroi. Elle semblait immense, des yeux d'un noir profond, un pelage brun clair, taché de sang frais, alors que l'animal se bafferait des entrailles d'un bouquetin dans un horrible bruit de mastication et de chair spongieuse. Un coup de coude de Kevin le sortit de son immobilisme. Lui mimant de tirer, il tâcha de se ressaisir, prit une grande inspiration et visa le sanglier à 10 mètres de lui. Quand le coup partit, il ignora s'il avait touché ou non. La bête poussa un grand cri et partit en courant dans la direction opposée. Alors qu'il était encore allongé au sol à reprendre ses esprits, Kevin et Pedro s'élancèrent à sa poursuite. Il tâcha de leur emboîter le pas, mais les deux chasseurs étaient en bien meilleure condition physique que lui, et il ne put que les suivre au bruit des coups de fusil. Il ne saurait dire si la poursuite a duré 1 minute ou 1 heure, mais ses 2 acolytes revinrent vers lui bredouille. Lui tapant sur l'épaule d'un geste amical, Pedro le gratifia d'un encourageant. « Ah, c'est pas grave, tu l'auras la prochaine fois. » Revenant sur leurs pas, afin de récupérer la précieuse cuvée de Pedro qu'ils avaient abandonnée derrière eux, Kevin s'immobilisa. L'expression sur son visage trahissait une peur profonde. George suivit son regard. Il ne comprit pas immédiatement ce qu'il y avait à voir. Ce n'est qu'en apercevant la glacière qu'il comprit que quelque chose manquait. Ils étaient revenus sur le lieu de la rencontre avec le sanglier, ça ne faisait aucun doute. Mais le large bouquetin, lui, avait disparu. Partie 6. Pendant les jours qui suivirent la partie de chasse, George tâcha tant bien que mal de ne pas trop y repenser. La bête n'était probablement que blessée et s'était échappée une fois le sanglier effrayé. Kevin avait probablement mal lu la situation et s'était effrayé tout seul. Une carcasse de cette taille ne pouvait pas disparaître ainsi sans laisser la moindre trace. Cherchant à s'occuper l'esprit, George redoubla d'efforts pour redonner à la maison familiale sa splendeur passée. Il repeignit les murs, cira les planchers, répara tout ce qu'il y avait à réparer et s'attaqua même à la végétation qui recouvrait ces murs, révélant les sombres briques anthracites cachées en dessous. Il opta pour une taille dans le style de celle des Blancs, afin de ne pas donner à la demeure une apparence trop lugubre. Cela faisait presque 2 semaines qu'il s'adonnait à la tâche, et les résultats étaient à la hauteur de ses efforts. Il n'en avait encore parlé à personne, mais il avait déjà un acheteur pour la maison. C'était même la raison de sa venue ici. Bien sûr, pour que la vente se fasse, il faudrait que les lieux soient impeccables, et il comptait bien qu'ils le soient. Le 27 septembre 2019, en début d'après-midi, réglé comme une pendule, Anne passa le voir pour de nouveau l'inviter à l'afterwork qui aurait lieu chez eux le soir même. Le fait que les villageois aient adopté cette coutume des villes de se réunir le vendredi soir après le travail pour boire un verre l'avait toujours fait sourire. Le village était un microcosmos fonctionnant en autarcie, coupé du reste du monde, et la notion de fin de la semaine n'avait pour ainsi dire aucun sens. Mais il supposait que la partie se réunir pour boire ensemble était ce qui avait plu aux habitants. Conscient que son séjour touchait à sa fin, il prit Anne de court. Au lieu de son habituel refus, auquel elle était sûrement préparée, George accepta l'offre, demandant même ce qu'il devait amener. Elle lui répondit d'un grand sourire jovial que sa présence était tout ce dont ils avaient besoin, l'embrassa sur les 2 joues et quitta le pas de sa porte pour aller continuer sa tournée d'invitation, se dirigeant d'un pas léger vers la prochaine porte colorée. Depuis son retour, il avait appris à apprécier Anne. Toujours souriante, le cœur sur la main et le tempérament d'un lion. Il commençait même à envisager de revenir de temps en temps chez les Blancs une fois la vente conclue. Mais très vite, la verte réalité de Marie la Loupie revenait lui rappeler à quel point il détestait l'endroit. Le soir venu, il enfila un pull que Pedro lui avait prêté, regrettant encore une fois son manque d'anticipation vis-à-vis des températures en montagne. Mit son unique pantalon à ne pas être taché de peinture et se rendit chez les Blancs. Traversant le village au crépuscule, il fut surpris par le nombre de chats qui erraient dans les rues. Rien d'étonnant à en voir 3 ou 4, même si les habitants préféraient les chiens, quelques-uns possédaient également un chat. Mais il y avait là des dizaines et des dizaines de félins. Partout où il posait son regard, il croisait forcément les yeux jaunes de l'un d'entre eux, perçant le voile de la nuit. Même s'il n'y avait rien d'anormal dans leur comportement, leur nombre à lui seul était dérangeant. Il pressa le pas. Les créatures semblaient dérangées par sa venue, s'écartant précipitamment et feulant sur son passage. Leur attitude provoqua un vent de panique chez George. Il se mit à courir pour trouver refuge chez les Blancs. Apercevant la porte violette, il redoubla la cadence et ne chercha même pas à frapper, rentrant en tombe, repoussant de ses pieds les infernaux matous qui tentèrent de franchir le pas de la porte en même temps que lui. L'assemblée, prise de court face à cette arrivée rocambolesque, fit abruptement silence, alors que George s'appuyait, dos à la porte, les bras écartés, haletant, comme pour faire barrage de son corps à quelques hordes de créatures démoniaques venues détruire le foyer. Après quelques secondes d'un lourd silence, réalisant que ses adversaires poilus étaient probablement partis et que tous les yeux étaient tournés vers lui,
Georges reprit son souffle et marmonna les chats, dit-il en cherchant ses mots, dans l'espoir de pouvoir justifier qu'un adulte d'âge mûr soit pris de panique à la vue de quelques chats errants à une assemblée composée de chasseurs chevronnés. Il fut sauvé par la bienveillance de Anne, qui détourna l'attention générale en proposant d'ouvrir une bouteille de la réserve de Michel pour fêter la présence de Georges parmi eux. Il faut dire que Michel était un amateur de vin éclairé, ne possédant que d'excellents crus, et que bien qu'il soit un hôte des plus dévoués et généreux, il était fort rare qu'il accepte d'ouvrir son cellier avec les habitants du village, ces derniers n'étant selon lui pas capables de faire la différence entre une bonne et une mauvaise bouteille. L'annonce eut l'effet escompté, et tout le monde reprit ses conversations là où elles en avaient été laissées. Alors que Georges parcourait la salle du regard pour essayer de trouver Kevin et Pedro, M. Jordan s'approcha de lui pour lui mettre un verre de vin entre les mains. « Tiens mon petit Georges, bois-moi ça va te réchauffer, tu es tout tremblante. » Merci, monsieur Jordan, marmonna Georges, ne sachant trop si la remarque était sincère ou sarcastique. Oh, tu veux me fâcher, hein? Je t'ai dit de m'appeler Pierre, tu as envie que je t'appelle monsieur dans le cas peut-être, tu arrêtes, hein? Georges ne put s'empêcher de pouffer à la fin de la tirade du vieux notaire. Ce dernier étant déjà fort aviné et ayant toutes les peines du monde à tenir debout, pointant du doigt Georges d'un bras ballottant, la remontrance avait un effet des plus burlesques. Plutôt que de s'offusquer de ce rire retenu, l'homme ria de bon cœur, pensant probablement que sa blague avait fait mouche, ce qui fit oublier à Georges la mésaventure de son arrivée. Il ne manqua pas de remercier Anne pour l'invitation et pour son sauvetage. Cette dernière fit mine de ne pas comprendre. Alors que la soirée se poursuivait, il n'y avait toujours aucune trace de Kevin et Pedro. Partie 7. « Prenez fusil, ils arrivent !» hurla Pedro en ouvrant violemment la porte de la maison des Blancs. Plein d'incompréhension, Georges se tourna vers lui et se rendit compte avec horreur qu'il soutenait Kevin, qui semblait avoir affronté un loup, le corps couvert de lacérations encore saignantes et de plaies béantes. Georges fut pris de panique. Kevin, vite quelqu'un, il faut l'aider !» cria Georges, à qui voulait bien l'entendre, tout en se dirigeant vers le malheureux. Mais tout le monde était déjà affairé. Telle une unité militaire parfaitement disciplinée, les villageois s'étaient alignés, faisant passer des fusils de main en main, effectuant une chorégraphie qui semblait avoir été 1000 fois répétée. Il vit Anne décrocher la clé rouillée derrière le comptoir et s'approcher de lui. Elle lui prit la main, posa la clé à l'intérieur et parla d'une voix calme et stricte. « Viens, prends cette clé, prends Kevin avec toi, monte-le à l'étage, essaye de t'occuper de ses blessures. Ferme derrière toi et peu importe ce que tu entends, n'ouvre surtout pas la porte. Ils ne doivent pas accéder à la source. Je te promets, on t'expliquera tout quand ce sera fini. Dépêche-toi, il n'y a pas de temps à perdre. » Georges était terrifié. Il y avait des dizaines de questions à poser, mais elles pouvaient attendre. Il fallait mettre Kevin en sécurité, et apparemment il était le seul à pouvoir s'en occuper. Il se glissa sous son bras afin de l'aider à marcher, et commença la pénible ascension des escaliers, alors que le reste du village s'agitait dans un ballet savamment orchestré. Montant les dernières marches le séparant de la protection des chambres, Georges s'arrêta net. Trônant au milieu du couloir se trouvait un chat. C'était un vieux matou grisâtre au pelage éparse, assis calmement face à la chambre 3. À leur arrivée, il resta parfaitement immobile, à l'exception d'une unique torsion du cou pour fixer Georges et Kevin de 2 yeux vitreux d'un blanc laiteux des plus dérangeants. La vision du chat aveugle parfaitement immobile, ne bougeant ni sa queue ni la moindre moustache, paralysa Georges d'effroi. Ce n'est qu'une râle de Kevin qui le sortit de sa torpeur et le poussa à avancer. La tête du chat continuait de les suivre de son regard vide, prenant à chacun de leurs pas un angle de plus en plus tordu et dérangeant. Arrivant au pied de la porte, Georges tenta maladroitement de donner un coup de pied à l'immonde créature qui lui faisait face, mais elle esquiva nonchalamment l'attaque, manquant de peu de faire tomber le duo. Tâchant d'ignorer la bête qui venait d'entamer une lente démarche autour d'eux, Georges enfonça la vieille clé rouillée dans la serrure. Le mécanisme fit tout un tas de sons étranges, comme s'il remontait une énorme pendule, mais quand la porte finit par s'ouvrir, il ne vit à l'intérieur qu'une petite chambre, semblable à celle qu'il avait occupée quelque temps auparavant, à la différence près que celle-ci était dénuée de fenêtres. Quand il fit un pas à l'intérieur, l'agile félin qui leur tournait autour essaya lui aussi de rentrer dans la pièce, mais cette fois-ci, Georges parvint à le repousser et referma brusquement la porte derrière lui. La menace écartée, il s'empressa d'allonger Kevin sur le lit. Georges n'avait pas la moindre idée de ce qu'il fallait faire. Son ami était allongé, là, couvert de blessures, et l'intégralité de ses connaissances médicales s'étendait à quelques épisodes de série à la télé. Il prit une grande inspiration et tâcha de retrouver un peu de son calme. La première chose à faire était de nettoyer les plaies. Il se dirigea vers la salle de bain et ouvrit tous les placards à la recherche de quelque chose pouvant faire office de désinfectant, mais la pièce ne contenait qu'un pas de savon déjà bien entamé et des serviettes. Qu'à cela ne tienne, il imbiba les serviettes d'eau chaude, emplissant la pièce cloisonnée de buée, et frotta énergiquement le savon sur ces dernières en espérant que cela serve à quelque chose.
Une fois ces cataplasmes de fortune réalisés, il retourna au chevet de Kevin. Ce dernier saignait encore abondamment, dessinant sur le lit une sinistre auréole rouge. À moitié inconscient, il gémissait, probablement à cause de la douleur et de la fièvre qui semblait s'être emparée de lui. Georges nettoya ses blessures le plus délicatement du monde, et déchira les draps trouvés dans la commode pour lui faire des bandages et enfin arrêter l'hémorragie. Alors qu'il tâchait méticuleusement de serrer les bandages, suffisamment pour qu'ils soient efficaces, mais pas trop pour ne pas créer encore plus de dégâts, il entendit des coups de feu venant de l'extérieur, suivis de cris et d'ordres. Comme si une véritable bataille rangée avait lieu dans les rues du village. Une salve ordonnée se faisait entendre à l'est. Quand celle-ci se tut, une au sud se fit entendre, et il y avait le bruit. Un son indéfinissable, comme un sifflement, un feulement guttural, qui résonnait à l'unisson, un chant parfaitement entonné par une chorale de créatures diverses qui semblaient ne pas disposer du bon organe pour produire des mots. L'effroyable cacophonie du champ de bataille urbain se rapprochait. Il se mit à les entendre, juste en dessous de lui, les fusils, les cris de terreur et le son. Ils étaient là, tout près, les choses. Ils se trouvaient probablement déjà dans la maison. Il fallait agir. Il se précipita vers la porte, sortit la vieille clé rouillée et s'enferma avec Kevin dans l'espoir que ça les retiendrait suffisamment pour qu'on leur vienne en aide. Alors qu'il tournait la clé, le bruit du mécanisme imposant se fit entendre malgré le brouhaha ambiant. Juste à côté de la salle de bain, une porte dérobée s'ouvrit en libérant un courant d'air glacial. Cette dernière révéla un escalier en colimaçon des mêmes pierres anthracites que la maison et recouvert d'un lichen gris verdâtre. Peut-être est-ce pour cela que Anne lui avait confié la clé de cette chambre. Peut-être y avait-il une sortie vers l'extérieur, vers la sécurité. Il prit son courage à deux mains et décida d'aller voir ce qui se cachait en bas de cet escalier. Il envisagea de prendre Kevin avec lui, mais il se ravisa, préférant ne pas bouger le blessé tant qu'il ne saurait pas où menait cette porte. L'escalier était étroit et glissant. Georges se rattrapa plus d'une fois sur les murs visqueux alors qu'il progressait à la lumière de son téléphone. La descente n'était pas longue, 2 étages tout au plus, et débouchait sur un long couloir. La différence entre ici et là-haut était stupéfiante. Les bruits de guerre semblaient avoir totalement disparu, et Georges n'entendait plus que l'écho de ses propres pas, ainsi que le ruissellement de l'eau qui coulait le long de certaines parois, rendant l'endroit étrangement apaisant. Malgré tout, il était conscient qu'il y avait une menace juste au-dessus de sa tête, et pressa le pas. Après plusieurs minutes de marche, le couloir s'élargissait et débouchait sur un large lac souterrain. L'eau semblait dégager une douce lueur à peine perceptible et projeter sur les parois anguleuses de la grotte des reflets aux couleurs étranges et déroutantes, comme si des milliers de cristaux invisibles flottaient dans l'air, courbant et changeant la lumière de façon inattendue. Se penchant vers le liquide, il vit que celui-ci était limpide, d'une transparence comme il n'en avait jamais vu. Il était presque imperceptible. Georges crut l'espace d'un instant apercevoir quelque chose au fond du lac, mais alors qu'il se penchait pour mieux voir, il fut surpris par un miaulement derrière lui. Sorti de nulle part, se trouvait un de ces maudits chats. Il le transperçait du regard de ses grands yeux jaunes, puis courba le dos et essaya de cracher, comme s'il était en train de s'étouffer. La bête finit par vomir une espèce d'énorme glaire noirâtre avant de s'effondrer sous les yeux apeurés de Georges. La boule était grosse comme un melon et semblait disproportionnée par rapport à la taille du chat qui était allongée immobile juste à côté. Elle semblait être composée ou recouverte d'un pétrole noir et épais. Georges s'en approcha à pas de loup. Des espèces d'appendices noirâtres commencèrent à s'en dégager, et celle-ci commença à se mouvoir telle une pieuvre se tirant en direction de Georges dans un ignoble bruit de succion. Ignorant ce que cette chose pouvait bien être et ne voulant pas le savoir, Georges prit ses jambes à son cou et fuya l'immonde flaque vivante. Voulant rebrousser chemin, il aperçut une autre voie. Une autre sortie peut-être. Sans réfléchir, il s'y engouffra. À peine avait-il fait quelques mètres dans la galerie qu'il aperçut des ombres humanoïdes se rapprocher de lui. Partie 8. La tête de Georges le faisait souffrir. Il supposait qu'il avait dû être attaqué dans les couloirs. Il était plongé dans les ténèbres. Forte odeur de charbon et de putréfaction se faisait sentir. Il pouvait entendre l'infernale chorale continuer son étrange mélodie. Alors qu'il cherchait à bouger, il se rendit compte qu'il était attaché. Ses vêtements avaient également disparu. Tâtonnant autour de lui pour voir si quelque chose pouvait l'aider, il trouva un objet léger et long, un os. Il essaya de le briser pour obtenir quelque chose pour pouvoir trancher ses liens. Il entendit des gémissements à côté de lui. D'autres villageois peut-être. Alors qu'il se rapprochait de celui qui lui semblait être le plus proche, il fut brutalement soulevé du sol, le faisant lâcher son outil. Quelqu'un ou quelque chose l'emmenait ailleurs, le trimballant comme un sac de patates. Il s'approchait d'une pièce éclairée et put voir que des chats suivaient son porteur. On le jeta négligemment au sol, d'autres villageois étaient présents également, nus et attachés. Il leva les yeux et vit que celui qui venait de le porter n'était autre que Kevin. Ses bandages étaient encore présents, mais un liquide noir rappelant la boule du lac suintait de ses blessures. Georges voulut supplier de l'aider, mais sa gorge était serrée.
Il avait froid. Une voix familière se fit entendre dans son dos. « Eh bien, qu'avons-nous là? Ça ne ressemble pas à nos villageois habituels. » Georges se retourna. « Maman ?» Partie 9. Georges ne put empêcher les larmes de couler. Le temps ayant fait son office, c'était une vieille femme qui se tenait devant lui. Et bien que son apparence ait changé et que sa voix était devenue plus rocailleuse, il ne faisait aucun doute pour lui que c'était sa mère. Sa mère qu'il n'avait pas vue depuis 15 ans, sa mère qu'il croyait morte. Il était nu, dans un endroit inconnu, puant la charogne et le charbon, entouré d'étranges chats qui rôdaient aux alentours, et l'espace d'un instant, il s'en fichait. Elle se pencha vers lui, tendrement, et l'aida à se relever, parlant d'une voix douce et chevrotante. « Oh, ma petite Capucine, comme tu m'as manqué. Là, laisse-moi t'aider. Voilà, accompagne donc ta mère, tu veux bien ?» Georges se sentait flotter, comme dans un rêve. Il ne savait comment réagir à cette situation. Il était confus, désorienté, et se laissa simplement guider par la présence réconfortante de sa mère. Ils déambulèrent dans des galeries peu éclairées en direction de ce qui semblait être la source de la mélopée, mais également de la puanteur ambiante. « Là, regarde !» Georges leva la tête. Incapable de faire face à la situation, il s'était contenté de regarder avec attention où il mettait les pieds pour pouvoir continuer à avancer. Faisant fi des nombreuses carcasses et dépouilles dans lesquelles il enfonçait ses pieds nus au fur et à mesure de son périple. Il se trouvait dans une grande caverne, lui rappelant immédiatement le lac souterrain qu'il avait découvert un peu plus tôt. L'endroit avait une forme similaire, avec un lac en son centre. Tout autour se trouvaient d'étranges animaux, maigres, maladifs, le regard éteint, produisant à l'unisson cette espèce de chant guttural. Les faibles lumières projetaient des ombres menaçantes sur les parois, rendant l'endroit encore plus malaisant. À la place de l'eau limpide, il y avait cette espèce de goudron noir, répugnant, qui semblait animé d'une vie propre. Alors que son regard se perdait dans l'étendue liquide, quelque chose commença lentement à en sortir. Une créature difforme, gigantesque, d'une maigreur squelettique, avec une tête faisant penser à un crâne aviaire, entièrement recouverte de cette matière noire, visqueuse, possédant une demi-douzaine de bras, de tailles et de formes différentes, qui avaient chacun l'air de chercher à s'extirper de cet infect magma. « C'est la mère de toute vie, elle m'a ramené, elle peut te ramener aussi. Tu n'as qu'à marcher dans le lac et nous serons ensemble, pour toujours. » Comme hypnotisé, il avança un pas après l'autre en direction du lac. La créature se déplaça de façon désarticulée pour se rapprocher de Georges et déploya 2 longs bras effilés comme pour l'accueillir en son sein. Alors qu'il ne lui restait que quelques pas à faire, un coup de feu retentit, le sortant de sa transe. Déboulant dans un raz-de-marée de lumière aveuglante, il lui fallut quelques secondes pour reconnaître Anne, Michel, Pierre, Pedro et les autres. S'ensuivit une lutte contre les créatures du lac, carnivores comme herbivores se jetant à corps perdu sur la troupe qui les abattait méticuleusement dans des gerbes de liquide noirâtre. Il prit alors pleinement conscience de la créature indéfinissable devant lui. Ce monstre surgit du tréfonds des temps qui voulait l'attirer à lui. Terrorisé et poussé uniquement par l'instinct de survie, il courut à toutes jambes en direction des fusils, évitant de justesse les serres démesurées de la créature au milieu du lac. Autour de lui, il voyait l'étrange liquide noir retourner dans les carcasses des animaux fraîchement abattus, les tirant dans le lac ou re-rentrant en eux alors qu'ils se relevaient. Il ignore comment, mais il finit par rejoindre les villageois qui continuaient leur avancée. Vous pouvez les entendre crier. « Il faut aller récupérer les autres, ne les laissez pas en convertir plus. Robert, occupe-toi de la galerie au nord pendant qu'on l'occupe ici. » Arrivée derrière la ligne de front, tremblant, terrorisée, Madame Fradet, l'institutrice, Hélène de son prénom, l'attrapa par les épaules. « Viens avec moi, je te sors de là. »« Et ma mère, balbutina Georges. » Hélène ne lui répondit pas, éclairant droit devant elle et guidant Georges à travers les galeries labyrinthiques de la vieille mine abandonnée. Georges aperçut la lumière du soleil, la sortie de la mine. Il se demanda depuis combien de temps il était là. Hélène continuait de le tirer vers l'extérieur et se mit à parler sans même lui offrir un regard. « Il y a quelque chose sous Marie la Loupie, quelque chose qui utilise les cadavres comme des marionnettes pour accomplir ses basses besognes. Elle corrompt tout ce qu'elle touche, mais semble détester la lumière et les couleurs. On peint nos portes pour empêcher ces rejetons d'entrer chez nous. Elle semble vouloir atteindre la source sous le village. Certains pensent qu'elle a été créée artificiellement il y a des millénaires seulement pour emprisonner cette créature. Nous sommes des gardiens, Georges. Nous l'avons toujours été et nous le serons toujours. On ne peut pas la tuer et il faut qu'on l'empêche de sortir, sinon Dieu sait ce qu'il arrivera au monde. Tu comprends, Georges? On est désolé que tu aies dû subir ça, mais t'en fais pas pour les autres, ils savent ce qu'ils font. Tu es sauvé pour l'instant. » Épilogue. Georges repeignait la porte de sa demeure familiale, comme il le faisait à chaque printemps depuis plus de 10 ans maintenant. Tout à l'heure,
Anne passera le voir pour lui proposer de venir passer la soirée avec eux et le reste du village. Et pour ne pas changer, il accepterait. Car rien ne change à Marie la Loupie, et rien ne devrait jamais y changer.